Bonjour à tous. Salut Mélanie. Salut Matt. Ah, j'ai toujours du mal quand. En fait, faudrait que j'enregistre dès qu'on commence l'appel Skype, comme ça, tu sais, je pourrais arriver à couper et puis à faire des petits trucs avec les bonjours. Mais comment vas-tu, Mélanie? Ça va? Ok, donc Ok. on va pouvoir démarrer cette nouvelle session d'investigation ensemble sur un nouveau sujet. Je vais te laisser te détendre comme tu en as l'habitude, lentement, et je vais simplement compter à l'envers de 7 à 1. Et la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre. Complètement, totalement, à chaque inspiration. Et chaque chiffre que je prononcerai doublera ton état de relaxation. Tu seras de plus en plus détendu et relaxé. Et au moment où je prononcerai un, tout ton corps sera complètement détendu, relâché. 7, 6. Tu es 2 fois plus détendu, 2 fois plus relaxé. 5, 4, 3, 2. Et 1. Maintenant, Mélanie, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, j'aimerais que tu te connectes à l'ouvrage de l'Ancien Testament. 1, 2, 3. C'est comme si Ouais, j'étais entourée d'un cercle de feuilles volantes. C'était d'accord. des feuilles A4 qui tournent. Mhm. Ok, parfait. J'aimerais que tu me dises qui les a écrites, toutes ces pages volantes à 4 que tu vois autour de toi, voler. Je vois, il y a différentes sources. Je vois Mhm. pas une source. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais t'intéresser à celle que tu vois comme la plus importante, celle qui relève ton attention tout de suite, et que tu m'en dises un peu plus? Je vois un espèce de
Pour l'instant, il ressemble à un humain, en tout cas. Mais c'est sa tenue qui me surprend. Ça ressemble à... Il a une robe un peu religieuse, Ok, rose et or. très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre, hormis cet humain que tu vois donc habillé de la sorte? Est-ce que tu vois d'autres sources? Je suis pas sûre que ce soit un humain. Ok, d'accord. Pour l'instant, il ressemble à un humain. Très bien. On va, on va pas s'attarder sur lui pour le moment. On y reviendra plus tard. Donc tu vois en tout cas plusieurs sources qui ont été à l'origine donc de ces textes que tu vois tourner autour de toi et qui ont composé l'Ancien Testament. Ouais, je vois aussi Mhm. des une petite tribu assez reculée dans le temps, des humains euh, qui qui chantonnent en fait pour transmettre certaines paroles. Mais c'est une petite partie. Ok, très bien. D'accord. Et il y a différentes petites tribus comme ça, différentes peuplades qui ont Mhm. euh, qui voulaient transmettre, qui décrivaient ce qu'ils voyaient. D'accord. Mais c'était pas écrit quoi à l'époque. Ok, ça a été par transmission orale faite à Ouais. l'intérieur de chacune de ces tribus que tu peux voir très bien. Donc il y a eu ce côté-là, il y a eu effectivement tout le côté écrit. J'aimerais que tu t'intéresses en tout cas au côté écrit. Est-ce que, hormis donc cet être que tu as pu voir tout à l'heure et qui en était l'un des auteurs, qui vois-tu d'autre à l'origine de ces écrits? Alors pas, on parle pas de lui dans la scène. Tu dis Oui, d'autres. exactement, quelqu'un d'autre. Puisque tu m'as dit au tout départ que tu voyais effectivement plusieurs sources à l'origine de ces écritures. Essaye de t'intéresser donc à l'une d'elles, si tu en vois une autre. Non, je vois la source, comme je te dis, orale d'un côté, Ok, et là comme un espèce de concile en fait, ou mhm. une réunion en fait. Où... Bah va voir cette réunion et intéresse-toi à chacun des protagonistes qui s'y trouvera. Ou en tout cas celui que tu voyais. Bah, il y en a un qui est un peu plus, qui a l'air plus puissant. D'accord. Quel a été Et son rôle à lui exactement dans ces lui, c'est le écritures? juge. C'est le juge parce que en fait, c'est les autres qui proposent D'accord. des histoires et en fait, il doit trancher. Ok, très bien. J'aimerais maintenant que tu t'intéresses à ces histoires donc, qui se trouvent à l'intérieur de ces textes. Est-ce que les événements qui sont relatés dans l'Ancien Testament ont vraiment eu lieu ou est-ce que ce sont des mythes et des légendes? Ah oui, il y en a qui sont vraiment eu lieu, mais je sais pas pourquoi je vois des mathématiques, des formules mathématiques en même temps qu'ils écrivent. D'accord. Intéresse-toi à quelle signification, pourquoi ces formules mathématiques? C'est comme si en fait ces formules mathématiques. Alors chacun proposait en fait euh, un scénario avec des formules mathématiques et Mm. mais en fait c'est la formule mathématique, c'est la squelette, le squelette de l'histoire, c'est la structure. Et ensuite, il brode une histoire autour pour inclure D'accord. cette formule mathématique. Mhm. Et quel est le but d'inclure cette formule mathématique à l'intérieur de ces textes? Alors, cette formule mathématique, en fait, elle peut agir en fait sur le lecteur. Mhm. À quel niveau? De quelle manière? Au niveau inconscient, en fait, ça, comme si ça mettait des petits programmes en fait dans la tête des gens. D'accord. Et en fait, vu que c'est pas une science, enfin, enfin, ils sont doués, mais c'est pas une science exacte, ils savent pas trop. Donc c'est pour ça qu'ils proposent en fait différentes Mhm. formules. Ils essayent de voir qu'est-ce que ça donnera. C'est marrant. D'accord. Et quels étaient leurs objectifs à tous ces auteurs de l'Ancien Testament dans la rédaction des textes? Quels étaient leurs objectifs? Donc d'inclure uniquement ces formules mathématiques à l'intérieur? Il y a ça, ouais, ouais. Il y a, c'est comme des sous-programmes en fait dans la Bible. Mhm. Euh,
Mais le but, le but principal, c'est de constituer une base de la religion. D'accord. Très bien. Ouais, dis-moi. Non, j'arrive pas à trouver justement j'arrive pas bien à trouver justement qu'est-ce que. Puis c'est même pas une image que j'ai, c'est une pensée qui me traverse l'esprit, mais que j'arrive pas à exprimer. Ok. Mais ça viendra peut-être. Si tu veux prendre ton temps, hésite pas. Sinon, on peut passer à la question suivante et si tu as envie d'y revenir par la suite, on reviendra dessus. J'aimerais Ouais, juste, peut-être que ça reviendra. j'aimerais donc juste que tu me dises qui a choisi les livres à inclure dans l'Ancien Testament présents dans les Bibles de la religion catholique. Bah, je vois cette réunion là de pas humains. Ils sont D'accord, pas humains. très bien, ça marche. On va s'intéresser de plus près à eux par la suite, mais pourquoi donc ces livres ont été choisis, les livres qui composent aujourd'hui l'Ancien Testament? Tu me parlais de tout à l'heure où ils hésitaient, ils choisissaient, enfin ils comparaient plusieurs formules et puis il y avait une décision par la suite. Qu'est-ce qui a fait que ces livres, aujourd'hui, composent l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont décidé de s'arrêter sur ces livres-là? C'est ils ont estimé que c'était ces livres-là qui auront le plus d'impact sur les générations futures. D'accord, très bien. À quelle époque se sont déroulées les différentes histoires qui sont racontées dans l'Ancien Testament? Je crois qu'elles sont pas toutes de la même époque. D'accord, essaye de me donner les différentes époques qui te viennent et que tu peux peut-être voir. Oh bah par exemple, si tu pars au tout début de la Genèse, euh, c'est des centaines de milliers d'années. Mhm, très bien. Après, si tu pars sur Ézéchiel, ce serait plutôt des milliers d'années. Mhm, Après, par exemple, tout ce qui est, je sais pas, le Deutéronome, je crois que c'est ça, le ouais. Deutéronome. Ça, c'est assez récent finalement. Tu le situerais à quelle époque? Donne-moi une date qui peut te venir en tête. 7000, moins D'accord, 7000. ok, Donc ouais, c'est pas tout à la même époque. ok. Très bien, j'aimerais maintenant que tu t'intéresses au sens, aux significations ésotériques qui se cachent derrière l'Ancien Testament. C'est trop général comme question. Ok. Euh, Parce qu'il y a tellement de références dans l'Ancien hmm, Testament. je vois, très bien. On va passer cette question. J'aimerais que tu me donnes le sens que tu vois du mythe de la création biblique. Tu m'en as parlé il y a quelques instants, j'aimerais que tu reviennes dessus Mm. C'est et que tu m'en donnes le sens. alors le sens ésotérique, enfin le lien énergétique que je vois en fait justement c'est pour nous lier euh, à nos créateurs en fait pour nous et puis pour rester en dessous d'eux énergétiquement. D'accord. Ok. Ouais, tu comprends? Hmm, ouais, tout à fait, c'est très clair. Ok. Dans l'Ancien Testament, il est fait référence à Dieu, parfois avec des termes singuliers, tels que Yahvé, et parfois avec des termes pluriels, comme Elohim. J'aimerais que tu t'intéresses au terme Elohim. Qu'est-ce que tu en perçois? Ouais, c'est une légion. Ouais. Et alors tu vois les incohérences comme ça, je perçois que ça vient euh, Du des conseil? transmissions orales.
Tu D'accord, des sais, transmissions orales. non, Ok. les transmissions Ouais. orales dans les petites tribus, et en Mhm. fait, et le conseil, en fait, eux, ce qui leur intéressait, c'était l'impact que ça avait juste au niveau mathématique. Les histoires, ils ont même pas fait Mhm. l'effort, en fait, de regarder si c'était crédible ou cohérent, parce que c'est pas ça Qui les pour eux, qui intéressait, était c'était pas le important. but. D'accord. Ouais. Très bien. Mais je vois que euh, ceux qui avaient des pouvoirs, hein, dans Mhm. l'Éternel, Yahvé et compagnie, c'était une légion. Ils étaient plusieurs. D'accord. J'allais te demander de me détailler un petit peu ce terme légion. Qu'est-ce que tu entends par là exactement? C'est-à-dire, c'était plusieurs? C'était nombreux? Ouais. Je dis légion parce que je les vois comme Une sorte comme une d'armée? légion, tu sais, tous habillés, ouais, voilà, ça, tous habillés pareil, tous, D'accord. je vois une légion. D'accord, très bien. Mais il y a pas qu'une légion. Mhm. Enfin, je vois qu'il y en a quelques-uns quand même au-dessus de la légion, D'accord. Intéresse-toi à qui, cela. qui ont l'air plus moches, plus grands. Ok, très bien. Ok. Euh, J'aimerais que tu me dises ce que tu en perçois au niveau du plan physique de cette légion, de ces Elohim. Ah, alors, clairement, alors je sais, c'était des polymorphes en fait. Euh, clairement, les humains enfin, ils apparaissaient aux yeux des humains sous des formes angéliques. Mhm. Ok. Mais je suis en train de regarder s'ils apparaissaient vraiment dans le physique ou juste éthériquement. Bah, Et j'ai inté- l'impression, intéresse-toi maintenant au plan métaphysique, éthérique. Regarde sur ce plan-là également. bah, c'est ça, ils apparaissaient tout lumineux, tout brillants, mais je crois qu'ils agissaient sur les deux plans. Mhm. Et en fait, je crois que les deux plans étaient peut-être moins séparés que maintenant, Ok. parce que je les vois avec des vaisseaux physiques, Mhm. mais je les vois aussi beaucoup manipuler l'esprit des gens quand ils dorment. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Euh, on va laisser de côté pour le moment ces Elohim. J'aimerais que tu t'intéresses maintenant au terme Yahvé. J'aimerais que tu me dises ce qu'il signifie. J'ai l'impression qu'il y avait un amalgame aussi. Il y en a plusieurs enfin, les humains ont donné le nom de Yahvé à plusieurs d'entre eux en fait. Mhm. Ok. C'était pas un particulièrement. Mhm. Ou alors si c'était un particulièrement à un certain moment, mais le moment d'après, j'en vois comme un autre, même Ouais. s'ils ont quand même sensiblement la même tête. Ok. Essaye de me les décrire un petit peu. Tiens, ces êtres, ces Elohim. Euh, Ouais, il regarde. le crâne d'Olysécan. Ouais. Ok. Euh, ils sont plus grands que des gris. Mhm. Et parce que les gris, ils ont les gros yeux noirs en amande. Là, Ouais. ils ont comme les yeux beaucoup plus En amande. plissés, en amande aussi, mais plus petits. Ok. Mais couleur marron foncé. Mhm. Et 3 doigts. 3 doigts. Ok. Très bien. J'aimerais que tu t'intéresses aussi à leur but. Qu'est-ce qu'ils faisaient finalement? Quel était leur intérêt à eux vis-à-vis de nous? Tiens, tu vois, quand je disais légion, en fait, parce que j'ai l'impression que eux, c'est comme des mercenaires, si tu veux. Euh, ils sont employés par une autre race. Ok. C'est comme ça que je les perçois, hein. Ils sont employés par une autre race, en fait, et eux, ils calculent beaucoup. En fait, ils passent tout par les mathématiques. Et en fait, ils avaient une espèce de commande
euh, de mettre en place en fait ces textes. Ok. Alors, et je vois que l'autre race, c'est le reptilien typique. Ok, d'accord. Très bien. C'était des intermédiaires, des sous-traitants. Très bien. Est-ce que tu vois finalement d'autres objectifs que pourrait donc avoir cette race d'Elohim envers la race humaine en dehors donc d'obéir tout simplement en tant que mercenaire à ces reptiliens? Mais Elohim, c'est aussi des reptiliens. Ok, très bien. Donc maintenant j'aimerais que tu me dises ce que tu perçois au niveau de cette espèce là, de ces reptiliens, liés donc à ce terme Elohim décrit dans l'Ancien Testament. J'aimerais que tu me dises ce que tu vois d'abord sur le plan physique et ensuite sur le plan éthérique à leur sujet. Des hybridations. Ok. Des hybridations surtout éthériques. Mhm. Euh, bah, enfin oui, c'est comment dire. Je vois qu'ils utilisent certains corps féminins éthériques. D'accord. Très bien. Très bien. Écoute, pour le moment, je vais te laisser te déconnecter donc de ces Elohim totalement. Tu vas revenir dans un endroit neutre, celui qui te plaît. Déconnecte-toi totalement de tous ces êtres qu'on vient de visiter. Puisque maintenant, je vais te demander, Mélanie, de te connecter à un autre terme, et donc sûrement à un autre peuple. J'aimerais que tu me dises qui étaient les Néphilim décrits dans ces textes. Euh, je- alors pour l'instant, je les vois pas bien, mais je les vois tout petits. Ok. Je sais pas encore à quoi ils servent. Laisse-les. Je les vois sournois, narquois, Ok. Très bien. malicieux. Mhm. C'est intéressant que tu les vois tout petits, puisque dans ces textes, ils sont décrits comme des géants. J'aimerais, j'aimerais que tu les observes de plus près, que tu observes leur ADN et que tu me dises finalement pourquoi cette apparence devant toi et, et ce que tu peux percevoir de plus en te rapprochant d'eux et en observant leur ADN éthérique. Je vais te dire concrètement ce que je vois. Ouais, ouais, Je vois dis-moi ce un que tu vois. espèce de nain avec un bonnet rouge et quand j'essaye de d'arriver vers lui pour le toucher, il part en courant. Ok, très bien. Ils sont joueurs. Il a envie de jouer, on va jouer. Très bien. J'aimerais que tu le laisses, ce petit nain qui est parti là en courant. J'aimerais que tu prennes le temps de, de regarder par ton cœur. Et, et j'aimerais que tu t'intéresses de plus près à ce peuple et que tu essayes d'obtenir cet ADN éthérique qui compose cette espèce. Qu'il t'apparaisse via leur vraie forme. Quand tu m'as parlé d'ADN, Mhm. je vois plus que deux brins Ok. qui tournent. Je pense que, attends, Mhm. je dirais cinq. Très bien. Euh, il y a un problème de, enfin c'est un problème. Parce que toi, là, je vois la molécule d'ADN, elle est gigantesque. Ouais. J'ai un problème de Très bien. perception de. Non, 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 je pense que c'est juste qu'ils étaient joueurs avant, parce que ça me...
Enfin, je trouve ça assez drôle qu'ils aient décidé d'apparaître de manière toute petite et puis ensuite un petit nain qui court. On est dans quelque chose où effectivement, comme tu les décrivais, ils sont taquins, malins, ils sont joueurs. On va jouer aussi, mais maintenant que tu vois ce brin d'ADN, donc gigantesque que tu vois maintenant devant toi, j'aimerais qu'un des êtres apparaisse devant toi sous sa vraie forme, sous la forme, sa forme originelle. Ouais. Mm. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un gros reptile. Ok, très bien, tu peux me donner sa taille? 2 mètres 50. Ok, très bien. Bon, effectivement, ça commence à être sympa. J'aimerais que maintenant que tu regardes un peu les différences au niveau de leur ADN, que je t'ai demandé de regarder tout à l'heure, tu me décrivais trois brins supplémentaires. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le nôtre et le leur? Pourquoi ces trois brins supplémentaires? Qu'est-ce qui diffère entre eux et nous? Ça fait renvoyer à des dimensions, en fait. Ils peuvent Ok. plus facilement, en fait, se déplacer dans d'autres dimensions. Mhm. Mais nous, en fait, si je regarde l'ADN humain, on n'a que 2 brins, en fait, bien dessinés, mais il y en a d'autres en pointillés. Ok, d'accord, très bien. C'est très clair. Ok, rien te vient sur ce reptilien qui pourrait être intéressant ou que tu estimes intéressant? Puisque je le vois tourner devant moi, tout doucement, comme s'il était sur un podium. D'accord. Il a sa queue qui... Non, en tout cas, enfin, on rencontre de sympathiques entités aujourd'hui. Même moi, elles sont taquines, elles sont joueuses, c'est très sympa. Non, mais Je crois que c'est moi qui le fais tourner. Je ok, suis pas sûre. Euh, il a pas de chaussures, il est pas beaucoup... il est vraiment... en fait, il a pas d'uniforme non plus, il est assez ok, nature. Il a la queue qui touche presque le sol. d'accord. Il a des petites épaules comparées au bas du corps. Mhm. Il a le crâne un petit peu allongé, mais pas énormément. Très bien. Donc maintenant, j'aimerais juste que tu vois s'il y a un lien entre les Elohim décrits dans ces textes et ces Néphilim. Est-ce que tu vois des interactions entre eux? Ouais, ouais, oui, tout à fait. Alors, disons que donc les reptiles, là, les néphilim, je les vois plus puissants que les éolim. Et ils œuvrent, euh, ils sont, ils coopèrent, mais ils n'ont pas le même objectif. Les éolim euh, ont juste un but, comme je disais, un travail très court, alors que les néphilim, ils ont employé cette race pour avoir plus de contrôle et ils sont là D'accord. depuis, ils vont rester là, Ok. quoi. Très bien. C'est très bien. C'était juste pour avoir un petit peu la hiérarchie et que ce soit un petit peu plus clair. C'est parfait. J'aimerais maintenant que tu te déconnectes totalement donc de ce terme Néphilim, que tu reviennes dans un endroit neutre, celui que tu souhaites, puisque je vais te demander maintenant de te connecter sur un nouveau terme. J'aimerais que tu me dises ce qui te vient lorsque je te dis le grand déluge. La purge. Ok. Euh, je vois il y a pas eu qu'un seul déluge. Mhm. Pas que sur Terre en plus. D'accord. C'est, C'est intéressant, c'est quelque chose c'était un événement qui avait lieu sur plusieurs planètes, enfin, au même moment. en fait, c'est pas un événement. Enfin, je vois Ouais, pas ça comme un événement naturel, hein. ok. C'est vraiment, c'est Néphilim, Mhm. on va les appeler comme ça.
quand ils considèrent en fait que qu'ils ont perdu le contrôle ou il y a aussi non, c'est pas que perdre le contrôle. Il y a aussi une grosse récupération d'énergie au moment où les eaux montent. Ok. Ce qui est... Donc du coup, j'utilise ça de temps en temps. Ok, d'accord. Très bien. Ça marche. Et Et... oui, il y a pas que le nettoyage. Il y a juste avant, Mhm. ça siphonne beaucoup juste avant le déluge. Ok. Et ce déluge est représenté comment physiquement? Qu'est-ce qui se passe? Comment se passe cette Phy- purge? Physiquement, Ouais. euh, c'est vraiment, ça monte. Moi, je vois ça. Enfin, ça monte rapidement, mais lentement à la fois. Donc, on a le temps de stresser, quoi. Ok. On meurt pas D'accord. sur le coup, quoi. Ok. Très bien. Très bien. Ouais, en plusieurs jours. Ouais. Ok, c'était quoi? C'était une maladie? Sous forme de maladie? Quelle maladie? Quand tu meurs? Ouais, quand tu meurs, exactement. Tu me Tu m'as parlais? envoyé de fatigue, d'épuisement, D'accord. Ok, très bien. d'épuisement. Et des fois, tu te fais bouffer, hein, mais Hmm. la plupart du temps, c'est d'épuisement. Ok. Très bien. C'est très clair. Maintenant, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que la gloire de Dieu, à partir donc de laquelle les patriarches sentaient la voix de Dieu, toujours donc lié à ces textes et à l'Ancien Testament. Mm. Ça, ce qu'on pourrait appeler, nous, aujourd'hui, un hologramme ou une projection visuelle dans le ciel, quelque chose comme ça. Ok, très bien. Et Avec un micro et tous les effets ok, spéciaux. d'accord, très bien. Et qui était aux commandes de ce micro? Pour information, Euh, toujours ces mêmes Néphilim? les néphilim, mais Ok, qui se rendaient beaux, qui se d'accord. rendaient bien. Très bien, donc qui effectivement utilisaient leur talent de métamorphe dont tu parlais précédemment. Ok, Ouais. très bien. J'aimerais Mais maintenant... ça, Oui, la gloire de Dieu, je la vois dans le monde physique. oui, oui, ok, très bien. Tu le vois physiquement finalement, cette scène que tu me décrivais, elle est physique. Ouais. D'accord, Ouais, ouais, c'est physique. très bien, ok. Mais, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, ils sont polymorphes, pas physiquement, ils sont polymorphes éthériquement, mais en fait, Mhm. vu que c'est de loin, que c'est dans le ciel, et ben en fait, ça se voit pas que Ok, c'est qu'une projection énergétique. d'accord, très bien, c'est plus clair. Et maintenant, j'aimerais que tu t'intéresses aux chérubins que les prophètes voyaient provenir de la gloire de Dieu. Qui ou qu'est-ce qu'étaient ces chérubins? Ces petits J'ai anges? tout de suite une réponse, c'était Dis-moi. des agents de la perversion de l'énergie sexuelle. D'accord, ok, très En bien. fait, c'était Mhm. ouais. Ok. Que signifie le terme malak, Mélanie? J'ai pas grand-chose qui me vient. Ok. Alors en fait, dans les Bibles catholiques, ce mot, malak, traduisait le mot ange. J'aimerais que tu me dises ce que tu vois de plus avec cette information. J'aimerais savoir pourquoi dans les Bibles catholiques, le mot malak est traduit avec le mot ange. Ouais, je vois pas trop de lien non plus entre Malak et ange. D'accord. Est-ce que En maintenant... fait, Oui. déjà les anges, j'en vois de. Ouais. Enfin, les petits Enfin, chérubins, donc... c'est pas ça. C'est ange. En fait, c'est trop. C'est mhm. pareil, c'est assez général, alors qu'il y en a plein qui se font passer pour des anges. Ok. D'accord, très bien. Si je te dis malakim, qui est le pluriel de malak, est-ce que ça te connecte à quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Malakim. Ça me, ça me renvoie, ouais, à différents agents, différentes entités en fait, Mhm. mais pas une en particulière. C'est comme si, je crois que c'est
C'est un terme général que, enfin, c'est comme ça que je comprends, un terme Ouais, général que les humains ont employé en fait pour toutes ces apparitions différentes, d'accord. Ouais, mais c'est parfait. varié. Super. C'est parfait, c'est très clair et j'ai la réponse à la question. J'aimerais maintenant que tu me dises qu'est-ce que l'arche de l'Alliance qui a été donnée à Moïse? Technologie, Ok. Et c'était quoi comme type de technologie? une arme. Très bien. Et quelles étaient ses caractéristiques à cette arme? Premièrement, en faire peur Mhm. au peuple. Euh, euh, donc faire peur au peuple qui suivait Moïse, mais faire peur, bien sûr, et détruire tous les autres peuples qui ne suivaient pas Moïse. D'accord, ok, très bien. En puissance, ouais. Et elle avait quelle forme? Physiquement? Physiquement, je la vois rectangulaire, D'accord, ok. avec un petit truc au-dessus, Mhm. petit cône inversé aussi. D'accord, elle avait été utilisée à un moment donné, cette arme? Par Moïse ou les siens? Oui, D'accord, est-ce que tu peux me décrire une scène où elle est utilisée? oui, j'en vois. Alors, elle est utilisée. Elle servait aussi de. euh, Elle est utilisée pour rentrer en communication aussi avec les Elohim. Mhm. Ok, très bien. Non, avec les Néphilim. Avec les Néphilim en direct, très bien. Ok. Ça, et puis il y avait aussi, je sais pas pourquoi je vois ça. J'en vois un qui s'approche. Elle utilisait, c'est pas une projection, mais c'est comme si tu pouvais euh, vriller en fait avec, je sais pas, je vois des vibrations. En fait, tu peux faire mal à physiquement à un peuple en fait, comme si tu D'accord, tournais un commutateur. ok, très bien. Très bien. J'aimerais maintenant que tu me dises pourquoi dans ces textes, Yahvé ordonnait constamment aux Israélites de lutter contre les tribus de leurs parents pour voler leurs terres et leurs biens après les avoir exterminés. Je vois quand tu me montres, quand tu me parles de ça, Mhm. je vois comme si c'était un passe-temps en fait pour les races au-dessus. D'accord. Tu vois, un La jeu de souffrance, plateau. la guerre, ok. Ouais. D'accord, très bien. Finalement, enfin, la question était faite puisque ces lieux sont aujourd'hui toujours le théâtre de conflits acharnés. Euh, Au Moyen Âge, les papes et les dirigeants européens organisaient les croisades. Euh, Aujourd'hui, on sait encore ce qui se passe dans cette région. J'aimerais que tu me dises quelle est l'origine ésotérique de tous ces conflits à cet endroit-là du globe. Je vois que ça a tout été créé. En fait, c'est important qu'il y ait une zone de conflit perpétuel pour Mhm. alimenter en fait ce jeu. D'accord. Mais euh, je vois par exemple bien plus d'équilibre et de symbolique et de puissance au niveau du plateau de Gizeh que Mhm. au niveau de cette partie de la Mésopotamie où on Ouais. dirait que justement ça a été décalé et que ça a été créé de toutes pièces en fait cette zone de conflit. Comme Je finalement une vois sorte pas. de plaie qu'on laisse ouverte et qu'on ne soigne pas. Voilà, mais c'est nous qui avons, enfin c'est eux qui ont planté le couteau et qui continuent à Ouais, tourner le bien couteau sûr. dedans. Ok, très bien. Très bien. Alors comme la session est déjà arrivée à son terme et qu'il est tôt, ce que je te propose, Mélanie, c'est de revenir pour aller chercher quelques petits détails sur deux termes qui étaient intéressants et qui, je pense, intéresseront également les personnes qui regarderont cette vidéo. J'aimerais que tu reviennes sur le terme
Néphilim, et puis que me décrives, si je le souhaite, bien sûr, que tu m'en dises un petit peu plus par rapport à leur rôle dans tout ça et, euh, Ah, je crois que tu et voulais que leurs je décrive leur objectifs. tête. Mais ce que tu souhaites, si tu veux qu'on commence par effectivement une description physique, je suis ok. Ça va, je les vois bien aujourd'hui, c'est Ok, marrant. parfait. Des écailles, Ouais. je leur vois avec un nez un peu en avant. Mhm. Euh, je pense qu'il y a plusieurs dessins de reptiles comme ça qui ont été. C'est un peu l'image du reptile qu'on a. Ok, d'accord. Euh, alors, Au niveau de la taille, tu les vois toujours donc aux alentours des 2,50 m. ouais, 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 plus ok, grand. d'accord. Très bien. La couleur de la peau? Verdâtre, D'accord, très bien. 5 doigts. Mhm. Et finalement, que cherche-t-il, donc que ce soit à travers ces textes ou même de manière plus globale, au niveau de leur relation avec l'espèce humaine? Que ce soit donc de manière physique ou ésotérique, j'aimerais que tu me dises ce que tu peux Il y percevoir a de plus. différents. Il y a différents. Leur peuple a différentes interactions avec le peuple humain. Il y en a qui jouent des parties, comme je te disais. Mhm. Il y en a qui font de la récolte d'énergie. Il y en a qui nous envient énormément Ok, et qui utilisent beaucoup l'énergie sexuelle des humains. très bien, j'aimerais que tu t'arrêtes sur ce point-là. Pourquoi ils nous envient? Alors pourtant, ils, ils passent de plan en plan, ils ont 3 brins d'ADN de plus. Qu'est-ce qui fait qu'ils nous envient? Euh, ouais, parce que nous, je t'ai dit, on a 2 brins d'ADN, mais on en a d'autres en pointillés. Ok, très bien. Et d'ailleurs, c'est comme si en fait c'était eux qui avaient fait les pointillés. Ouais, Et ils nous envient parce qu'ils sont. ouais, ouais. euh, si tu leur demandes, mais tout ce qu'ils font en fait, euh, c'est de la pâle imitation. Ils ess- D'accord. ils ont pas d'art, ils ont pas de Mhm. musique. D'accord, ils ne savent pas créer, mais que reproduire. Ouais, Ok, très bien, très bien. ils ont pas de couleur, et ça, ils ont pas ça. Mhm. Et aujourd'hui, où est-ce qu'ils résident, ces Néphilim? Il y a différentes formes. Ouais. Donc bon, il y a des vaisseaux, ça c'est sûr, autour de Mhm. la Terre. Mais tu sais, comme je te disais, qu'ils pouvaient changer de dimension aussi. C'est comme s'ils pouvaient passer dans l'espèce de petite maille en fait qui constitue la 3D. Mhm. Ok, Nous, on appellerait ça des trous de verre, mais en fait, non, eux, ils passent dans ces petites mailles, ils peuvent rentrer dedans. En fait, ils peuvent intégrer les animaux, enfin, certains animaux, certaines parties d'humains. Ils peuvent intégrer aussi certaines technologies qu'on a et ok, certaines substances. d'accord. Euh, Mhm. ouais, ce que je regardais, je sais pas s'ils intègrent les substances, mais c'est comme s'ils étaient derrière cette substance. Ça, c'est des liquides la plupart du temps. Ok. Décris-moi l'un de ces liquides. Moi, je vois de l'eau, Ok, d'accord. je vois euh, du pétrole, Mhm. euh, certains, certains produits chimiques. D'accord. C'est marrant. Ouais, Euh, intéresse-toi un petit peu à ça si tu le veux bien, en tout cas par rapport au pétrole. Regarde effectivement quel est le lien qu'ils ont avec cette ressource naturelle.
qu'est-ce que tu perçois? Que c'est que c'est leur création, c'est pas naturel. D'accord. Ok. Très bien. Non, je suis pas un expert là-dessus, hein, je sais pas exactement comment, Bah, comment ça se passe. normalement, Ouais. on dit que c'est des forêts, c'est des anciennes forêts, le pétrole. Mhm. Donc on pourrait dire que c'est naturel, mais Ouais. Mais donc, non, tu vois qu'effectivement, ça a été. Que- comment se passe finalement bah, cette intégration? Donc, alors, dans le sol en général, le pétrole, comment ils ont fait? alors comment ils l'ont créé, je sais pas, mais là Ok. j'étais en observer en fait quand ils s'intègrent Mhm. dans le pétrole, c'est c'est comme si ça, ils avaient en fait euh, plus de levier d'action en fait dans la 3D. D'accord. C'est difficile à exprimer. Non, non, mais enfin, je Tu vois un peu pense comprendre, tout à fait. Je pense comprendre. Ok. Très bien, tu vas. comment ils l'ont créé. J'ai l'impression que c'est un égrégore de leur propre. Euh, je sais pas, je vois un rassemblement de. C'est comme s'ils avaient compacté des pensées Mhm. d'égrégores négatifs. C'est étrange. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir un peu ce que tu perçois, parce que c'est vrai que, enfin, je dirais ce qu'on pourrait appeler le pétrole, c'est quand même assez effectivement noir, sombre, ça sent pas bon. Enfin, voilà, on est sur C'est quelque chose de pas gluant, tu terrible. peux Ouais, pas c'est t'en ça, débarrasser. Enfin, c'est vrai que exactement. Ça tue absolument tout lorsque ça se déverse sur la plage. Euh, ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce que tu perçois par rapport à ça. Et puis c'est la première fois que j'avais cette information, donc. Ok, très bien, c'est parfait. Euh, écoute, et ouais. J'ai juste un ouais, truc sur la création du pétrole. J'ai vraiment l'impression que c'est un compactage et une transmutation en fait de pensées en fait qu'ils ont récoltées chez les humains. d'accord, ok, d'accord. Ça c'est intéressant, même le fait que derrière on s'en serve pour alimenter notre propre, enfin nos propres véhicules de déplacement, qu'on s'en sert pour se chauffer, qu'on s'en sert pour quasiment tout. Mm. C'est très intéressant en tout cas. Ok, très bien. Ce que je te propose, Mélanie, c'est que on termine maintenant cette session d'investigation qui est effectivement un peu plus courte que les précédentes. Euh, je vais donc t'inviter à te détendre puisque je vais maintenant compter de 1 à 3 et quand je prononcerai 3, tu seras complètement revenu dans le présent. 1. Tu vas te déconnecter de tout et de tous, Mélanie, d'absolument tout et de tout. Ton esprit est en blanc total. Tu te déconnectes de tout et de tous. 2. Tu élèves tes fréquences à leur niveau idéal. Une sensation extrêmement agréable parcourt ton corps. Ta confiance en toi augmente en permanence et tu te sens maintenant de mieux en mieux. Et à 3, Mélanie. Tu es dans le présent, parfaitement ajusté et parfaitement équilibré. Ça me fait pleurer. Ah ouais? Ça va? Ouais. Ok. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa.
In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi
Il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso
di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale
caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.